Alors, je vous remercie d'être venu ce soir. Je dois vous dire que, comme journaliste, moi j'ai été formé en 87 comme journaliste. J'ai travaillé à la Gazette en 88, 5 ans chez Habitabec, et j'ai lancé mon magazine La Maison du 21e siècle en 94. Mais c'est depuis 1990 que je m'intéresse à tout ce qui est pollution environnementale, l'impact de nos maisons sur notre santé et l'environnement. Et depuis 1990, donc, j'entends des témoignages comme ce que vous venez d'entendre au niveau des produits chimiques. Mon intérêt pour la question, c'est que j'ai eu des maux d'eau moi-même sévères pendant quelques années. Et quand j'ai fait mon stage à la Gazette comme journaliste, il y a une petite fille sur qui j'avais écrit qui est décédée de la leucémie. Donc, je me suis intéressé à la chose, savoir qu'est-ce qui cause la leucémie. Encore aujourd'hui, les médecins disent qu'on ne sait pas, mais il y a des prédispositions génétiques, évidemment. Pour le cancer, en général, c'est 5% la prédisposition génétique dans l'ensemble de la population. Les enfants, c'est plus élevé, mais en général, les experts disent que la génétique va charger le fusil et l'environnement tire sur la gâchette. Alors, c'est un peu ce qui se produit parfois. Et donc, pour vous expliquer un peu le cheminement, Véronique parlait tantôt d'intoxication aux pesticides. Souvent, les gens, comme avec la MIOF, vous savez, la mousse isolante de formaldéhyde, les gens qui sont exposés à des produits chimiques, des solvants aussi. Il y a des gens qui vont se laver avec des solvants pendant des années, des garagistes par exemple, sont en pleine santé, puis à un moment donné, évidemment, le vase déborde. Ça prend juste une goutte de trop. Ils ne savaient pas, le monsieur ou la madame, qui était au bord de déborder. Alors souvent, on est asymptomatique, on n'a pas de symptômes. Ça ne veut pas dire que le corps ne travaille pas très fort depuis des années, qui est en tension continue. Ça peut être évidemment le stress psychologique. Évidemment, ça joue sur la santé, tout le monde le sait. Qu'est-ce qui arrive quand on est stressé? L'adrénaline, par exemple, hein? C'est une hormone qui est stimulée pour nous sauver la vie. Mais c'est juste quand on est, tu sais, s'il y a un animal sauvage qui saute dessus ou un bandit, tu n'es pas supposé être constamment sur l'adrénaline, comprenez-vous? Alors évidemment, on dit toujours que dans notre monde moderne, on va à 100 000 à l'heure, mais on a quand même le contrôle. J'espère qu'on a le contrôle sur notre stress. C'est la première chose à faire. Hein? Les médecins en environnement disent que tu contrôles ton stress, mais tu contrôles la qualité de ton air, de ton eau et des aliments. Donc c'est ce que de plus en plus de gens réalisent doivent faire. Dans ce domaine de santé environnementale, la première chose que j'avais entendue, c'était une épidémiologiste, un médecin au Colorado. L'épidémiologie, c'est la biostatistique. On essaie de faire des liens entre les maladies et l'environnement. Puis elle se promenait dans les rues où il y avait beaucoup de cancer, justement, chez les enfants, de leucémie, justement, en 1979. Puis elle n'avait aucune idée préconçue qu'est-ce qui pourrait augmenter, justement, le risque de cancer. Et c'est ce médecin-là, Nancy Wertheimer, qui a fait le lien avec les lignes à haute tension. En fait, les lignes de distribution dans les quartiers. Et donc, ça, c'est un premier facteur. En 2001, l'Organisation mondiale de la santé, en fait, c'est le Centre international de recherche sur le cancer, ils ont classé peut-être cancérogènes les champs magnétiques de 60 Hz dans nos maisons. Comme on disait tantôt, c'est quand un appareil est allumé, il y a un champ magnétique, alors quand le courant circule sur les lignes d'Hydro-Québec également. Et ça, on a vu jusqu'à 200 mètres, même, il y a certaines études qui parlaient de 4 à 500 mètres de distance des lignes à haute tension, mais c'est aussi parce que les lignes à haute tension attirent le smog. Mais le plus important pour les lignes d'hydro, là, c'est au-delà de 70 mètres, on ne les mesure plus. Alors, si c'est à plus de 70 mètres des lignes d'hydro, ils vont concentrer le smog des autoroutes, des trains, etc. Mais ce qui devrait nous préoccuper pas mal plus que les lignes d'hydro, c'est dans nos maisons, parce que la majorité des gens, leur surexposition aux champs magnétiques origine dans leur maison, ou l'entrée électrique, puis la ligne qui arrive tout de suite dans leur maison, des fois il y a un transformateur. Alors ça, au niveau des enfants et de la leucémie, ils sont extrêmement près de classer les champs magnétiques de 60 Hz 2A, que c'est prouvé cancérogène, comme le tabac par exemple.
mais ça prend des années, des millions de dollars, et des gens et des gouvernements qui investissent dans des études indépendantes. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de fonds pour ces études-là. D'où le principe de précaution. Hein. Vous avez peut-être entendu parler que quand il y a la majorité des experts qui disent que c'est probablement cancérogène, ben, c'est plutôt sage de réduire son exposition. Donc, pour les médecins, ils ne peuvent pas dire hors de tout doute qu'il y a une preuve, mais ils sont à un cheveu pour les enfants et la leucémie. Parce que il y a beaucoup d'études en laboratoire avec les animaux et avec les humains. Et il y a même Paul Héroux, un physicien qui enseigne la médecine à McGill, qui vient de sortir une étude. Lui, il voit dans son microscope qu'est-ce qui se passe quand il y a un champ magnétique. Et donc, ça joue sur des enzymes et puis du calcium. En tout cas, il y a plein de choses qui jouent comme ça. Et pour terminer le champ magnétique, là, je parle juste du courant dans les maisons, le 60 Hz qui circule dans nos maisons. Quand il est assez élevé, c'est-à-dire 10 milligauss, ce qui est quand même plus élevé que la moyenne, mais pas phénoménal. Un plancher radiant électrique de vieille génération, c'est 100 milligauss. Ça, j'en avais un chez nous, puis je l'ai réglé. Il y en a des nouveaux qui n'émettent pas. Alors, il faut les éteindre et les remplacer. Mais quelqu'un qui est exposé à 10 milligauss, une femme qui a le cancer du sein, par exemple, elle va prendre du tamoxifène, c'est un médicament pour traiter le cancer du sein. Bien, à 12 milligauss, son médicament, il ne marche plus. Le tamoxifène est inactivé par un champ de 12 milligauss. Et là, ça revient justement à la question de la durée d'exposition. Est-ce que c'est chronique? Alors, on regarde les durées d'exposition, la dose sur 24 heures. C'est ça c'est comme ça qu'on fait les études. Chez les enfants, la leucémie, le risque va doubler à 3 ou 4 milligauss en moyenne sur 24 heures. Bien, imaginez-vous qu'au Québec, on a des taux d'exposition au champ magnétique parmi les plus élevés dans le monde, parce que 70% des maisons sont chauffées à l'électricité. Ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de courant qui rentre dans nos maisons que si les maisons sont chauffées au gaz, par exemple. Gaz naturel, c'est une autre histoire, on n'en parlera pas. Mais donc, on a des champs magnétiques très élevés. Comme par hasard, j'ai demandé à Santé Canada les statistiques sur le cancer, l'incidence par 100 000 habitants, et j'ai découvert que les enfants de 0 à 9 ans, on a l'incidence la plus élevée au Canada. Cancer du cerveau dans la population générale, numéro 1 au Québec encore. Cancer du sein, numéro 1 en termes d'incidence par 100 000 habitants. Et le cancer, donc, cerveau, sein et les enfants en général. Donc, à la base, on est surexposé au champ magnétique et on a des taux de cancer élevés. Les médecins ne peuvent pas expliquer pourquoi. Ils ne savent pas s'il y a un lien avec les champs magnétiques, c'est pas prouvé. Mais on peut poser la question. Alors, c'est la chose numéro 1, je vais vous dire. On commence avec ça. Ils disent que certaines régions, certaines familles aussi peuvent avoir de la génétique qui joue. Avant de poursuivre l'explication technique, ici on a les gouvernements et les organisations qui disent que ce serait une bonne idée d'appliquer le principe de précaution et de réduire l'exposition à tout ce qui est sans fil. Donc, nos appareils sans fil émettent des radiofréquences, et quand les fréquences sont assez élevées, ça devient des micro-ondes. C'est les mêmes micro-ondes qui chauffent les aliments, et la norme de Santé Canada, elle, se préoccupe juste du réchauffement des tissus. C'est une norme que le gouvernement américain, qui a une norme semblable, là, il y a l'EPA, l'Agence de protection de l'environnement aux États-Unis, et puis le FDA, le Food and Drug Administration. Au début des années 90, ils reconnaissaient que ces normes-là étaient déjà désuètes parce qu'elles ne tiennent que de l'effet thermique des radiofréquences. Alors, eux, ils disent, si la peau ne chauffe pas, tu ne tomberas pas malade. Mais évidemment, c'est depuis la Deuxième Guerre mondiale qu'on sait que les opérateurs de radio dans l'armée, tout ça, avaient des symptômes d'électrosensibilité. Des maux de tête, des vertiges, des dépressions, des suicides, des problèmes de peau qui chauffe, de l'acouphène dans les oreilles, etc. C'est un sondage, plusieurs sondages faits de 1985 à 2004 en Europe. On a demandé aux gens, est-ce que vous éprouvez des symptômes d'électrosensibilité? Alors, ce que Véronique vous a raconté, des cas sévères comme le sien, c'est environ 3% de la population
qui a une hypersensibilité chimique multiple, qui est souvent doublée d'hypersensibilité électromagnétique. Et l'Organisation mondiale de la santé reconnaît les symptômes de ces deux syndromes, mais ce ne sont pas des maladies reconnues, parce qu'il n'y a pas de preuve de cause et effet encore. Ça va prendre un certain temps. Mais les cours commencent à reconnaître. Il y a un Italien qui avait une tumeur au cerveau qui a gagné en cours contre son ancien employeur, qui le forçait pendant 15 ans à parler au cellulaire sans arrêt. Et en France, il y a 2 semaines, il y a une travailleuse qui était informaticienne à l'ordinateur constamment. Elle, ça a été reconnu son handicap. Pas une maladie, mais le handicap. Le tribunal du travail en France avait reconnu qu'elle a un handicap causé par son travail et donc elle a le droit à des compensations financières. Donc ça commence là où les politiciens sont trop frileux parce que les scientifiques qui sont, ceux qui sont indépendants et honnêtes, ils vont dire, ben oui, on n'a pas la preuve de cause et effet, il n'y a pas encore un consensus, mais il y a des milliers de médecins qui disent, regardez, là, il y a des milliers de gens qui sont malades quand ils sont surexposés, soit aux produits chimiques ou aux champs électromagnétiques. Et est-ce que des gens ici dans la salle aussi connaissent des gens qui ont eu une intoxication aux moisissures? Levez la main. Moisissures, ça peut être assez raide sur le corps, ça peut rendre hypersensible aux produits chimiques et hypersensible à l'électromagnétisme également. Alors, toute agression sévère sur le corps, ce qui se produit, c'est justement, tu développes des sensibilités alimentaires, sensibilité des fois à la lumière, aux sons qui sont plus forts, donc le système est souvent sur l'adrénaline. C'est le système sympathique. Moi, je suis un peu expliqué, je suis trop sympathique. Le parasympathique, c'est quand on est plus relax, mais quand c'est le système nerveux central, le côté sympathique, c'est que tu as besoin de méditer, puis de dormir, puis de te reposer, puis ça presse. Donc, c'est très important. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des troubles du sommeil? Levez la main. Oh, ça, il y en a un petit peu plus, hein? Oui. On a une glande qui s'appelle la pinéale. Et elle sécrète la mélatonine. Bien, la mélatonine, c'est pas mal ce que la nature a fait de plus puissant pour lutter contre les tumeurs, contre le cancer. C'est l'hormone qui règle le cycle de l'horloge biologique. La mélatonine, très important. C'est sécrété en pointe là, à 9 h le soir. Idéalement, on devrait être dans le noir total à 9 h. Il est quelle heure, il faut que je m'en aille? Mais travailler tard pendant des années à l'ordinateur, c'est pas très bon. Il y avait une étude sur des infirmières, 30-40 000 infirmières, je ne sais pas trop, qui travaillaient de nuit. Bien oui, effectivement, il y avait plus de cancer du sein. Donc, la nuit, idéalement, c'est le noir total, puis 0 champ magnétique. Alors, ça se fait dans les chambres à coucher. Si on est en ville, c'est compliqué parce qu'il faut se blinder de l'extérieur. Ça prend des peintures au graphite, des moustiquaires d'aluminium mises à la terre. Il y a moyen de se blinder. Il y a M. Stéphane Belinski dans la salle. Lève la main, Stéphane. Es-tu là? Oui, tu es allé prendre une marche. Je vais parler de lui tantôt. Lui, il fait des inspections dans les maisons et des corrections. Puis il y a diverses façons de se protéger. Ce qui est plus préoccupant, c'est que autour de 2004, c'est de 5 à 13 que les sondages nationaux révélaient qu'il y a, disons, 10 de la population qui ont dit « Oui, j'ai fait le lien entre mes maux de tête, mes acouphènes, vous savez, le bourdonnement dans les oreilles, problème de sommeil, tout ça, avec ces symptômes-là et les champs électromagnétiques. » Ben non, c'est dans ta tête. Quelqu'un t'a parlé de ça, puis tu as eu peur. Non, en fait, j'ai eu mes symptômes sans savoir c'était quoi qui les déclenchait. Puis quand j'ai soupçonné que c'était les champs électromagnétiques, puis quand j'ai tout débranché dans ma chambre la nuit, les symptômes sont partis. Quand je suis parti au chalet où il n'y a pas d'électricité, les symptômes sont partis. Quand je suis revenu en ville, ils sont revenus. C'est pas juste que j'aime pas mon boss, là, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe en ville. Comprenez-vous? Et ça, on peut le faire à répétition. Et bon, moi, ça fait 20 ans que j'ai écrit là-dessus, puis évidemment, il y a plein de scientifiques qui vont vous dire « Bonjour, monsieur ». Les champs électriques, c'est quand il y a une tension électrique. Mon appareil est éteint, mais il est branché. Là, j'ai un champ électrique. Puis quand j'allume mon appareil, il est branché, j'ai un champ électrique et un champ magnétique. Ça fait un champ électromagnétique.
Donc, il y a les deux. L'appareil juste branché mais éteint, puis l'appareil allumé. Puis ensuite, il y a les basses et les hautes fréquences. 60 Hz, c'est ce qu'on a dans nos maisons, le filage domestique, la plupart des appareils. Mais quand on tombe dans le sans-fil, c'est des radiofréquences, des micro-ondes. Là, on tombe dans les kilohertz, les mégahertz, les gigahertz. Donc, des milliers, des millions et des milliards de hertz. OK? Bon, si on parle ici d'électrosensibilité, c'est entre autres, comme je vous dis, ça peut être des intoxications chimiques ou aux moisissures et une surdose chronique pendant des années. Je ne sais pas, mais je travaille en ville, je suis toujours exposé au champ électromagnétique, puis à un moment donné, j'ai un choc. Ça peut être un accident, même physique, un choc nerveux, mais il y a aussi constamment des expositions biologiques, chimiques, électromagnétiques, puis à un moment donné, tu as une bonne dose, puis ton vase déborde. Alors ici, c'est quand même assez sérieux parce que Statistique Canada, c'est reconnu que c'est 3% de la population qui est hypersensible, mais là, les sondages européens parlent de 10%. Mais il y a un chercheur en Ontario, Magda Havas, qui, elle, a dit que 30% des gens réagissent. Comment elle a vu ça, elle? J'ai un bidule qui mesure les hautes fréquences. Beaucoup de fermiers, beaucoup d'animaux qui sont malades, des vaches, tout ça, qui ont découvert que c'est des lignes à haute tension qui envoient le courant dans le sol. Mais le courant parasite comme ça, il parasite aussi notre courant domestique. Tous les appareils électroniques, tous les appareils électroniques envoient des kilohertz, des milliers de hertz, sur notre filage domestique qui est supposé avoir juste du 60 hertz. Alors, quand je le branche ici, il y a une lecture, vous ne la voyez pas, mais ça change constamment. Au 1981, ça a sauté à 1. Ça veut dire qu'on dépasse le 2000 de la lecture ici. Là, ça dit 1. Je ne sais pas si tu le vois, mais ça dit 1. Tantôt, c'est à 200-300. Quand ça tombe à 1, c'est que mon lecteur ne peut plus lire. C'est tellement élevé que ça a dépassé le 2000. Si je regarde en arrière, le Kazakhstan dit que ça devrait être en bas de 20. 25 idéalement. En bas de 25, c'est bon pour la santé. Au-dessus de 25, c'est pas bon pour la santé. Alors, je pense que je vais aller me coucher. Parce que ici, il y a beaucoup de hautes fréquences transitoires. Juste sur le filage domestique, il y a de la cochonnerie. Alors, pour contrer ça, il y a des filtres. Je ne suis pas sûr si mon filtre a suivi, mais on peut mettre des filtres dans les prises électriques et ça réduit ces hautes fréquences-là. Bon. Alors, c'est avec ce bidule-là que le professeur Magda Havas, il y a eu une étude dans des écoles en Californie, des écoles primaires, où les professeurs, les enseignants, enseignantes, avaient des taux phénoménaux de cancer de la peau. Le fameux mélanome malin, qu'on dit que c'est les ultraviolets, oui, on sait que les ultraviolets causent le mélanome malin. Mais on a vu ça depuis que les antennes FM sont apparues en Suède dans les années 50. Et aussi avec ces hautes fréquences transitoires-là. Dans les classes où les hautes fréquences transitoires, c'est une forme d'interférence sur le filage domestique causée par les appareils électroniques et des erreurs de filage. Alors, dans les classes où il y avait ces taux de cancer-là plus élevés, il y avait cancer de la peau, cancer de la thyroïde, cancer de l'utérus. C'est l'école La Quinta, Quinta. Vous allez sur mon site web, il y a tous ces articles-là, sur maisonscène.ca, sous la rubrique électrosmog. Alors, c'est comme ça qu'on a développé ce lecteur-là de haute fréquence. Et avec les filtres, on a atténué les symptômes des enseignants. Il n'y avait pas juste le cancer, il y avait toutes sortes de symptômes. Et c'est comme ça que le professeur Magda Havas, qui enseigne à l'université Trent, T-R-E-N-T, en Ontario, elle a découvert avec les enseignants en Ontario que 30% des enseignants et des étudiants, ils filaient mieux quand ils filtraient ces hautes fréquences transitoires-là. Les enfants étaient moins agités. Levez la main ceux qui connaissent des enfants agités. Oh! Là, tout le monde est abonné. Moi, j'étais très agité quand j'étais jeune. Je pense qu'il m'aurait mis sur le ritalin. Mais c'est pas normal, depuis plusieurs décennies, que le taux de cancer augmente de 1% par année chez les enfants dans le monde. Ça, c'est une réalité. Les taux de cancer, toutes sortes de maladies. Bon.
comme des petites mitraillettes. Alors, c'est une belle invention, j'en ai eu un pendant 15 ans, jusqu'à ce que mon ami Stéphane vienne chez nous avec ce bidule infernal. Il rentre dans ma maison, puis il allume, puis il dit « Oh, oh, il y a des micro-ondes ici. » J'ai dit « Ben non, moi, j'en ai pas pantoute. » Puis là, plus il approchait de ma cuisine, plus son bidule criait. Puis là, j'ai dit « Voyons donc, c'est pas comme un cellulaire, un téléphone sans fil, c'est pas dangereux. » C'est pas dramatique, on n'a pas de symptômes, mais c'est constant. Le problème, c'est la constance. Alors, la première chose que je recommande, c'est la nuit, tout éteindre. Et ça, il y a entre autres un bidule qu'on met sur le panneau principal, l'entrée électrique d'une maison. On met sur un disjoncteur qui va à la chambre à coucher un rupteur de courant qui fait que quand j'éteins ma dernière lampe dans ma chambre la nuit, il n'y a même plus de champ électrique. Il n'y a plus de tension électrique dans les fils, dans les murs. C'est comme si tu as un boyau d'arrosage. OK? Tu fais couler ton eau. Là, il y a un champ magnétique, l'eau coule. Le courant, c'est le champ magnétique. J'éteins le robinet, il n'y a plus de champ magnétique, il n'y a plus de courant, mais il y a une tension électrique. Ça, c'est la pression d'eau dans mon tuyau. Alors, un champ électrique, c'est la pression. Il y a une tension électrique qui vire dans le tuyau, dans les fils. Et puis, dans ma chambre à coucher, quand je me couche la nuit, moi, je suis comme en camping, j'en ai zéro. Tout ce que je peux avoir, c'est ce qui vient de l'extérieur ou des pièces environnantes, mais je n'ai pas d'appareil puissant. Ce qu'il faut comprendre sur les hertz, quand on parle de fréquence, 60 hertz, qu'est-ce que ça veut dire H-E-R-T-Z? C'est la fréquence. C'est que le champ, l'électricité va changer de polarité plus-moins 60 fois par seconde. OK? Bien, la vie sur Terre a évolué grosso modo autour de 8-9 Hertz. Nos organes vont vibrer à cette fréquence-là. Alors, quand M. Edison, M. Tesla ont inventé l'électricité, ça a été un gros saut pour l'être humain, pour tous les êtres vivants, que de s'adapter à ça. Et le médecin qui a travaillé sur l'étude de la Quinta en Californie, son nom c'est Sam Milham, M-I-L-H-A-M. C'est le premier épidémiologiste qui a découvert un lien entre la leucémie et les travailleurs de l'électricité. Lui, il a écrit un livre, il a découvert qu'à partir des années 30, quand les maisons, les bâtiments ont été électrifiés aux États-Unis, c'est les régions rurales qui ont été électrifiées le plus tard, des fois 5 ou 10 ans plus tard. Bien, lui, il a vu une augmentation des cancers, des diabètes, de toutes sortes de maladies de société, cardiaques, tout ça, à partir de l'électrification des villes aux États-Unis. Donc, à la campagne, ces maladies-là ont augmenté plus tard. Pas juste à cause du stress et de la pollution de l'auto, lui il est convaincu que c'est entre autres avec l'électricité. Alors aujourd'hui, depuis les antennes FM, AM, tout ça, on est rendu dans des mégahertz et des gigahertz. Alors mes cellules doivent s'adapter à des changements de polarité de millions et milliards de fois par seconde. Le téléphone sans fil, c'est 900 MHz, 900 millions de hertz. Et c'est la même chose que l'antenne qu'Hydro-Québec vous met sur le compteur intelligent. Il y a 2 antennes. La deuxième, elle va être activée juste plus tard. Ça, Hydro, il n'en parle pas. Mais c'est comme un cellulaire, c'est 2,4 GHz. La deuxième antenne qui va parler à vos électroménagers. Quand vous achetez des nouveaux électroménagers, ils ont toute une petite antenne et une petite puce. Et un jour, ils vont parler au compteur d'Hydro. Puis Hydro va vendre l'information sur votre consommation d'électricité, peut-être. C'est un des débats. Est-ce qu'on a le droit, nous, de dire, ben, moi, je vais choisir quelle information est partagée sur le réseau avec des compagnies de marketing, comprenez-vous, et autres. Mais j'ai un médecin en Australie, un médecin de famille. Ils ont installé des compteurs intelligents plus tôt, il y a quelques années déjà en Australie. Excusez. Et c'est ce qu'on appelle une étude clinique sur le terrain. C'est vraiment ça la science. Ça commence toujours avec ça. Qu'on parle de tabagisme, de plomb, d'amiante. Ça a toujours commencé avec des médecins sur le terrain qui ont vu que leur patient était malade. Bien là, c'est un seul médecin, puis elle a une cohorte de 92 patients. Ça commence à être des chiffres intéressants pour un seul médecin en cabinet.
presque tous ces patients, leurs symptômes d'électrosensibilité, il n'y en avait pas avant l'installation du compteur. C'est sûr que les premiers qui vont réagir, c'est les gens qui ont déjà des symptômes ou qui ont déjà des problèmes de santé. Ils ne se disaient pas électrosensibles, mais dans son cas, la vaste majorité, c'est tous des gens qui ont eu des symptômes quand le compteur a été installé, puis avant ça, il n'y en avait pas. Et très souvent, les gens ne savent même pas le jour où ça a été changé, le compteur. Puis dans les premiers cas, les gens n'avaient jamais entendu parler des soi-disant dangers possibles des compteurs intelligents. Alors, oubliez l'effet nocebo, il y a des gens qui veulent nous faire croire que c'est la peur parce qu'on nous dit que c'est dangereux. Bien, il y a plein de gens qui ne savent pas du tout pourquoi ils ont des symptômes. Puis un jour, on leur parle de ça, puis leurs symptômes disparaissent comme par magie quand ils débranchent l'électricité, puis surtout le sentir dans leur maison. Alors ici, c'est l'Association américaine de médecine environnementale, une association internationale basée aux États-Unis, qui, depuis les années 50, on peut dire, la médecine clinical ecology, l'écologie clinique, les médecins de l'environnement, ça a commencé dans les années 50, et l'association a été fondée en, que je l'ai dit ici, des années 80, je crois. Mais ils ont peut-être 500 membres, alors ils vont être critiqués comme étant minoritaires, marginaux, radicaux. Mais ça, c'est les médecins qui traitent les personnes hypersensibles aux produits chimiques et électromagnétismes et qui sauvent des vies. Malheureusement, les électrosensibles, c'est à vie. Les pires cas se suicident parce que tout le monde leur dit que c'est dans la tête. Mais au niveau des champs électromagnétiques, on peut rescaper les 2 tiers. Il y a peut-être le tiers qui se guérisse complètement, le tiers qui s'améliore, puis il y a un tiers qui sont hypersensibles à la vie, ils ne pourront plus jamais travailler de leur vie, ils vont être malades toute leur vie, ils ne paieront plus d'impôts de leur vie. Et on s'en va vers ça, ça augmente. Tantôt, je vous montrais le 10% de gens qui se déclarent électrosensibles en Europe. Magda Havas, avec ses études avec les enseignants, elle a vu en fait que 30% des gens réagissent sans le savoir. Et en Europe, les médecins disent, en Autriche, à la santé publique, un médecin, Dr. Oberfeld, lui dit, c'est lui qui a fait l'étude, les sondages européens, il dit on s'en va vers le 50% si ça continue. Et malheureusement, avec l'installation d'antennes toujours de plus en plus puissantes partout, c'est exponentiel. Donc, moi ça m'écarte de faire la conférence ce soir parce que je ne veux pas faire peur aux gens. Moi, je veux donner de l'espoir. Mais il faut quand même réaliser ce qui se passe. Comprenez-vous? On me traite d'alarmiste. Mais ce qui est alarmant, c'est quand 3% de la population ne peut plus travailler parce qu'ils sont malades à cause de la pollution chimique et électromagnétique. Ça, c'est reconnu par la Commission canadienne des droits de la personne, l'a reconnu. Ici, on a la fameuse carte surprise que personne n'avait vue. Donc, Hydro, semble-t-il, il parlait du Grand Montréal, mais ça monte jusqu'à Sainte-Véronique, dans le coin de Lac-Nominaine. À l'est, on va à Rawdon, à gauche, à Grenville, proche de la chute, et le Grand Montréal. Donc, ça, c'est d'ici, dès juin 2012, c'est donc Couronne Nord. La Couronne Nord, ils l'ont élargi pas mal. Je ne sais pas ce qui est arrivé ici, excusez. Donc, c'est pour ça que vous recevez les lettres d'Hydro-Québec ces jours-ci. Et donc, vous savez que vous ne pourrez pas garder votre compteur électromécanique. Hydro veut tout les changer, donc ils vont vous donner le choix, soit un compteur émetteur, qui est le compteur Landis-Aiguille. Ici, c'est censé le non-émetteur, mais qui émet quand même. C'est du 900 MHz, et puis on a pu mesurer en dBm. Mais donc, plusieurs personnes qui se sont fait construire ou que leur compteur était fini, ça a été changé pour un modèle e-tron. Bien, Hydro va les enlever, ceux-là, c'est des numériques également, mais ce n'est pas les compteurs nouvelle génération. La nouvelle génération, c'est la compagnie Landis-Aiguille, et c'est le modèle Focus, F-O-C-U-S, AXR-SD. C'est ce que Hydro-Québec installe. Ils m'ont dit chez Hydro qu'ils ont aussi des General Electric. Ils en ont acheté, mais ils ont surtout acheté celui-là. Ça, on me dit que c'est une technologie qui date d'il y a 20 ans et qui est désuète.
Toshiba a racheté la compagnie, puis ils ont fait une passe en vendant ça à Hydro-Québec. Le problème, c'est que ça va émettre des milliers de fois par jour. Hydro-Québec nous a dit c'est juste 6 fois par jour que l'information sur votre consommation d'électricité nous est envoyée sur le réseau. Ce qu'ils n'ont pas dit, c'est que les compteurs communiquent entre eux et avec les routeurs. Il y a 600 routeurs que Rogers installe sur des poteaux d'Hydro-Québec ou de Bell, à travers la province. Et 2 à 3 fois par minute, il y a juste un petit bip, tout rien, de 900 MHz, mais de puissance. Alors, on va arriver dans la puissance. Hydro-Québec nous dit, bon, premièrement, qu'il y a plusieurs avantages dont je vais vous faire grâce, mais évidemment, vous allez avoir des données réelles, en temps réel, vous allez pouvoir lire votre consommation. On ne va pas se déplacer, on va émettre moins de gaz à effet de serre, évidemment. Les réseaux intelligents, électriques, ça s'en vient. Puis il y a des choses intéressantes à faire avec les réseaux intelligents. Bon. Donc, pourquoi je dis qu'ils nous ont menti? On disait déjà, en bruit de fond, il y a plein d'appareils, et là, on va rajouter des compteurs intelligents. Et ce qu'Hydro nous a envoyé, c'est ce tableau qui parle donc de votre four à micro-ondes qui est à 2147 et les téléphones sans fil, l'ordinateur, le compteur nouvelle génération à 55. Ici, on parle de microwatts par mètre carré. Micro, ça veut dire 1/1000 de watts, pas fort pantoute, par mètre carré. Mais ce qu'ils nous disent, en fait, c'est la moyenne de l'émission. Alors, la semaine passée, je m'excuse, j'ai eu une contravention. L'officier m'a arrêté, puis j'ai baissé la vitre, puis il m'a dit, Monsieur Ponteux, depuis une semaine, vous roulez en moyenne à 80 km/h. J'ai dit, ben oui, c'est merveilleux. Ben non, il ne m'a pas dit ça. Il m'a dit que je roulais à 130 il y a 30 secondes. Comprenez-vous? On s'en fout de la moyenne. Bon, ce qui nous intéresse, c'est les pics de puissance. Vous comprenez l'analogie? Alors, Hydro, c'est de la moyenne, mais ils sont couverts par toutes les normes, parce que les normes disent on va mesurer la moyenne. Alors, toutes les normes sont conçues pour et par l'industrie. Il y a un organisme qui s'appelle ICNIRP, ICNIRP en Europe. C'est la gang de l'industrie de l'électricité et des télécommunications, ou les gens qui sont financés par ces industries-là. C'est eux qui ont fait les recommandations qui sont en vigueur dans la vaste majorité des pays. Sauf des pays comme la Chine, la Russie, la Suisse, l'Italie, qui ont des normes beaucoup plus sévères qu'au Canada et aux États-Unis. Donc, on a 55 microwatts par mètre carré en moyenne selon Hydro-Québec. Mais mon ami Stéphane Belinski, est-ce qu'il est revenu? Lève la main, Stéphane, il n'est pas là. Alors, Stéphane Belinski a été embauché par l'AQLPA, l'Association québécoise de lutte à la pollution atmosphérique. Ceux qui nous parlent de pluie acide depuis les années 70. En passant, l'AQLPA a gagné tous ses combats environnementaux depuis 30 ans. Alors, vous pouvez être certain qu'ils vont gagner le combat des compteurs intelligents. Mais à quel prix? À quel prix? Donc, ils ont fait des représentations devant la Régie de l'énergie. Bonsoir Stéphane. On parle de vous, mon cher. Donc, Stéphane a fait un rapport pour l'AQLPA devant la Régie. Ce qui est malheureux, c'est que le régisseur, le juge qui siégeait à la Régie de l'énergie pour entendre la cause des compteurs intelligents, c'est un chum de Thierry Vandal. C'est un ancien de Gaz Métro, je pense que c'est ça. Hein? Ouais. Ben, c'est des copains, disons. Alors, Hydro parle de 55 microwatts par mètre carré, mais Stéphane a vu que souvent c'était 6000 et 9000 les pics de puissance. Et donc, je ne sais pas si tu veux faire un petit commentaire pendant que tu es là. Certainement, c'est que moi j'ai commencé, puis on n'avait aucune idée des émissions, puis on n'avait aucune information, donc on devait évaluer une boîte noire. Et puis le mandat initial que j'avais, c'était que Hydro-Québec disait qu'il y avait seulement 6 émissions par jour, puis vraiment il était là-dessus. Donc, le mandat initial que j'ai eu, c'est de dire il y en a combien d'émissions par jour? On est sorti avec 2880 et plus, dépendamment du dispositif, donc c'était pas tout à fait la même chose. Puis là, on a commencé à jouer avec les densités de puissance. Et c'est sûr, moi, j'ai pas les moyens au Québec là d'avoir des équipements vraiment haut de gamme, mais on se débrouille très bien avec nos équipements spécialisés pour ça, qui nous permettent aussi de faire des expertises pour la moyenne des citoyens, parce que plus ça va,
plus ces expertises-là, plus les fréquences augmentent, plus ça prend des appareils très sophistiqués, très dispendieux. Donc, encore une fois, il y a des limites à la démocratie et à la citoyenneté, parce que ceux qui peuvent se permettre ça, c'est des gens qui ont fortement les moyens, ou les indépendants, ou l'indépendant comme moi qui ose faire ça encore, qui doit autofinancer ces équipements. Donc, c'est un peu comme ça qu'on a commencé à mesurer. Puis là, plus ça allait, plus pire c'était. Puis à la régie, quand j'ai été appelé à témoigner également, je pense que quelque chose qui était assez clair, c'est qu'il y avait, disons, un certain laisser-aller. Disons, c'était très des amis, là, ça paraissait qu'ils se connaissaient, puis que, bon, c'était comme ça. L'Assemblée parlementaire du Conseil d'Europe, entre autres, qui a recommandé des actions très musclées, et là, ça commence à peine. La France vient dire que là, il faudrait parler moins au cellulaire, puis la Belgique veut interdire la publicité, la vente de cellulaire pour les enfants, des choses comme ça. Mais donc, ça, c'est la référence de l'étude. Vous pouvez aller sur le site de l'AQLPA si vous voulez voir l'étude en question de Stéphane. Et le problème, évidemment, c'est donc, c'est 24 heures sur 24. C'est ça le problème, c'est qu'on ne peut pas les débrancher. Hein? Téléphone sans fil, si vous n'avez chez vous le Wi-Fi de sans fil et vous ne voulez pas vous en départir, de grâce pour votre santé, certainement pour celle de vos enfants, débranchez tout la nuit, au moins le sans fil. Mais moi, aujourd'hui, ça fait 20 ans, 25 ans en fait, que je parle à des experts à travers le monde. Moi, je vous dirais, je déconseille fortement l'usage du sans-fil dans vos maisons, sauf peut-être quelques minutes par jour. Les normes pour le cellulaire, la fameuse norme pour l'échauffement des tissus, c'est basé sur des conversations de 6 minutes par jour avec un cellulaire. Les radiofréquences en 2011 ont été classées peut-être cancérogènes, comme les champs magnétiques de 60 Hz, basées sur des risques de cancer du cerveau, de tumeurs très douloureuses aussi dans l'oreille, le nerf dans l'oreille, le nerf de l'acoustique qu'on appelle, également les glandes salivaires. Alors les tumeurs apparaissent toujours du même côté du visage où on tient un téléphone cellulaire. Et ça, c'est basé sur des gens qui vont parler 30 minutes par jour pendant 10 ans et plus. Alors, levez la main, combien de gens parlent sur un téléphone sans fil ou un cellulaire 30 minutes par jour pendant 10 ans? Il y en a. Alors, ça commence à être très déconseillé par beaucoup de médecins dans le monde de faire ça. L'idéal pour le cellulaire, je pense vite là-dessus, c'est avec un haut-parleur, idéalement. Idéalement, c'est un téléphone filé, on s'entend, mais si vous devez parler sur un cellulaire, c'est toujours sur le haut-parleur, ou à la limite, un Bluetooth, T-U-B-E, pas Bluetooth. Bluetooth, ça vous met un champ électrique dans l'oreille tout le temps. Bluetooth, c'est vendu sur mercola.com, M-E-R-C-O-L-A. M-E-R-C-O-L-A.com. C'est comme un stéthoscope. Le dernier bout, c'est un tuyau de caoutchouc et le son est transporté par l'air. Donc, il n'y a pas de champ électromagnétique qui rentre directement dans l'oreille. Ici, donc, je vous parlais des filtres Stetzer. C'est ce que je mesurais tantôt. Là. Ça, c'est chez moi, à 142. Puis quand je branche un filtre dans le mur, je tombe à 26. Le Kazakhstan qui recommande 25 et moins. Pourquoi le Kazakhstan? Ben, c'est parce que c'est les Russes et les Soviétiques qui ont fait le plus d'études sur les champs électromagnétiques et la santé depuis les années 50. Entre autres, pour la guerre électronique, à l'ambassade à Moscou, il y a beaucoup de gens, 3 ambassadeurs, beaucoup de gens qui ont eu plein de cancers et de symptômes parce que les Russes les bombardaient avec des micro-ondes. Les mêmes micro-ondes que nos cellulaires et notre Wi-Fi nous envoient constamment. Alors, on applique ce que les Russes appliquaient sur l'ambassade américaine. Donc, si vous voulez acheter ces filtres-là, Stéphane les vend. Stéphane, c'est em3e.com ou getpurepower.ca, qui est un distributeur canadien. Mais ce qui est très important, c'est pas parce que je l'aime beaucoup, mais moi je recommande à tout le monde de le faire venir chez vous parce que il y a plein de bidules qui sont vendus qui peuvent causer plus de problèmes. Il faut diagnostiquer chaque maison, comme pour le radon. Connaissez-vous le radon? Savez-vous que ça tue plus de gens que les accidents routiers au Québec, le radon? Les accidents de la route, c'est à peu près 600 décès par année, dont on est rendu à environ 1000 décès par année avec le radon, un gaz cancérogène radioactif qui rentre dans les maisons. C'est la deuxième cause de cancer du poumon.
Bon, juste pour vous dire que toute maison devrait faire un test de radon, mais aussi un test de champ électromagnétique. Ces filtres-là peuvent être très utiles, mais avant ça, il faut réduire le plus possible les sources de haute fréquence et aussi s'assurer qu'il n'y a pas de problème de filage, de problème électrique dans les murs. Si le filage a été mal fait, ces filtres-là vont causer plus de problèmes. C'est pour ça que je recommande que Stéphane ait vérifié. Ici, on a un cas d'une famille, 4 personnes en santé, mari, femme, adolescent et grand-père. Ils ont eu 6 compteurs, il y avait 6 compteurs mécaniques ordinaires dans leur cuisine. Ils vivent dans un sous-sol. Ben, Hydro a mis 6 compteurs. Eux, ils étaient dans le Villeray où il y avait le projet pilote il y a un an. Et tout le monde est tombé malade. Des problèmes de sommeil, des maux de tête, des vertiges, des nausées, des problèmes d'humeur, dépression, agressivité, plein de choses comme ça. Toute la famille, là. Et puis eux, ils n'avaient jamais entendu parler des compteurs intelligents. Mais monsieur, il était content, en fait. Lui disait, c'est merveilleux, lecture à distance, j'avais plus besoin de remplir les petites cartes pour Hydro-Québec. Alors, c'est sûr que plus il y a des compteurs, plus c'est dangereux, mais il y a des gens qui vont réagir avec un seul compteur. Donc, je vous ai parlé de la deuxième antenne. Certains compteurs vont communiquer avec jusqu'à 5000 compteurs dans le quartier. Donc, ils se parlent constamment. Et c'est cette constance-là qui est un stress pour le système nerveux. Et donc, au niveau des impacts, c'est tant neurologique qu'immunitaire, hormonal, cardiovasculaire, auditif, oculaire, cutané, musculaire, articulaire. Problème de maladie neurologique, évidemment, l'Alzheimer et tout ça, le Parkinson's, oui, ça peut être génétique, ça peut être les pesticides, mais le corps est électrique, les amis, alors on veut réduire l'exposition le plus possible. Et si ça ne cause pas le cancer, c'est certainement un copromoteur de cancer. Ne serait-ce qu'en stoppant la production de mélatonine, les champs magnétiques font ça, comme la lumière la nuit. La mélatonine lutte contre les tumeurs, contre la croissance de tumeurs. Alors les champs électromagnétiques sont certainement un copromoteur de cancer. Et ce qui est plus inquiétant, évidemment, c'est pour les enfants en bas âge, parce que c'est comme la radioactivité. Les effets biologiques sont cumulatifs. Donc, sur toute une vie, plus on est exposé, plus c'est significatif à long terme. Je voulais faire ce soir une démonstration avec un petit tapis de mise à la terre, mais il semble qu'on n'ait pas de bonne mise à la terre ici. Je me suis électrifié. J'ai un bidule qui lit le voltage corporel. Et ensuite, je me mets sur un tapis qui est branché dans une mise à la terre et ça réduit le voltage corporel. Si vous venez chez moi, je vous ferai la démo, mais je ne pourrai pas la faire malheureusement ce soir. Mais Stéphane est venu chez nous et on a découvert que mon meuble, que du métal, tous les fils, parce que j'ai un ordinateur, tout ça, ça émet au moins des champs électriques, mais ça électrifie le corps. Alors le voltage corporel augmente. Puis il y a moyen de le baisser en éloignant les fils électriques du corps. Et même, on peut se mettre à la terre sur un petit tapis. Moi, je travaille sur mon tapis. Il y a des gens qui ont des draps mis à la terre. Mais là, il faut que Stéphane vienne chez vous pour être sûr que votre mise à la terre est bonne. C'est ces petits tapis-là qui sont vendus par earthing.com, en haut à gauche. Il faut les brancher soit dehors dans le sol, soit dans une prise électrique, le petit trou rond. Vous savez, les prises ont 3 trous. Le petit trou rond au-dessus, ça c'est la mise à la terre, le ground. Mais des fois, il n'est pas vraiment un bon ground, puis il y a du courant qui rentre. Ben, j'ai fait ça tantôt. Je me suis envoyé du voltage dans le corps. Faut pas faire ça. Mais donc, ça c'est phénoménal. Il y a une douzaine d'études qui démontrent que les symptômes d'électrosensibilité sont réduits par la mise à la terre. C'est exactement comme si on marche les pieds nus sur du gazon humide ou dans la mer. Dans la mer, c'est encore plus conducteur parce qu'il y a du sel. Marcher dans la mer, ça vous met vraiment en contact, nu-pieds évidemment, en contact avec le sol, et donc ça décharge de l'électricité corporelle excessive qui est nocive. Et il y a plein d'autres choses qu'on peut faire aussi. La biogéométrie, c'est des formes qui font qu'on va tolérer mieux l'électrosmog. Ça, c'est un architecte qui est égyptien, et il y a aidé 2 villages en Suisse où il y avait beaucoup d'électrosensibilité à cause des antennes cellulaires.
juste avec des formes harmonisantes. Vous voyez les cubes à l'avant. Juste derrière, il y a des drôles de formes. Il a mis ça sur les antennes cellulaires. Et ces services étaient payés par Swisscom, la compagnie de cellulaire en Suisse, qui est propriété à 70% de l'État helvétique, l'État suisse. Et j'ai vu une lettre en allemand, il faut que je la fasse traduire, mais du gouverneur de la province qui le remerciait parce que les symptômes d'électrosensibilité avaient quitté. Il y avait les oiseaux qui disparaissaient depuis que les antennes étaient installées, les oiseaux sont revenus. Ce qui a vraiment mis le feu aux poudres, c'est qu'il y avait un éleveur qui avait 20 vaches et des bœufs, je ne suis pas certain, là, mais il a été obligé d'en abattre la moitié. Il y en a 10 sur 20 qui étaient tellement malades depuis l'installation des antennes qu'ils les ont abattus. Et cet éleveur-là voulait mettre une bombe sur l'antenne cellulaire. Le problème, c'est qu'elle était dans un clocher. Alors, il y a personne qui aurait permis ça. Alors, c'est pour ça qu'ils ont invité mon ami Ibrahim Karim, l'architecte égyptien, à aller corriger. Et puis, il peut le faire même pour des régions entières. Alors, lui, il travaille avec des biologistes du bâtiment en Europe qui eux recommandent de réduire au maximum les sources de champs électromagnétiques. Mais une fois qu'on a fait ça, il y en a toujours qui persistent, les champs électromagnétiques. Aujourd'hui, c'est dur de ne pas en avoir. Et donc, pour les gens plus sensibles, on peut harmoniser avec des appareils comme ça. Et ça, sur mon site, il y a un article, il y a 2 articles sur la biogéométrie, sur maisonscène.ca. Bon. Ne sachant pas combien de temps la conférence allait durer, tout de suite, le dernier recours, Hydro vous donne le choix. Hein? Soit vous prenez le compteur intelligent, et ça va être une minorité de gens qui vont réagir à court terme, c'est certain. La majorité des gens vont dire « Moi, j'ai dit oui, il n'y a pas de problème. » Ou vous refusez, puis là, ils vous chargent 98 $ pour mettre un compteur numérique non communicant et 17 $ par mois à vie, 206 $ par année à vie. Ben, moi qui écris là-dessus, moi je voulais qu'il l'installe faire des tests parce que le poteau est loin de la maison. Ma blonde a dit non, tu m'as assez parlé, on paye tout de suite. Mais c'est certain que je ne l'aurais pas laissé longtemps. On aurait fait des tests avec cette femme, c'est tout. Mais moi, le poteau, mon compteur est à. Je m'inquiète plus de mon antenne de satellite que mon compteur, mais je le paye parce qu'en plus d'émettre des radiofréquences, ça envoie les fameuses hautes fréquences transitoires sur le filage domestique. C'est ce que le Dr Milham croit qui est le déclencheur des symptômes d'électrosensibilité chez les gens qui sont affectés notamment par les compteurs intelligents. Ce sont ces hautes fréquences transitoires-là qui sont générées par tous vos appareils électroniques, les fluorescents compacts, les tubes fluorescents, tous les appareils électroniques. Alors, on ne va pas arrêter d'avoir complètement électronique, mais moi je vous dis qu'en saison chauffage, j'avais même des DEL, des diodes électroluminescentes. J'ai tout enlevé mon éclairage DEL parce qu'il est aussi électronique. Stéphane m'a découragé. Il m'a dit que ça aussi, ça génère des hautes fréquences transitoires. Alors, j'ai des ampoules incandescentes partout dans ma maison en ce moment. Ça contribue au chauffage de toute façon. Mais le dernier recours, malheureusement, c'est qu'il y a des gens qui vont devoir déménager. Si tu as beau payer, mais si tu es dans un appartement, un condo, pas grand-chose à faire. Mais une autre option, c'est d'avoir des panneaux solaires, faire son électricité soi-même, avec du 12 volts, et idéalement, pas de transformateur, parce que le transformateur génère beaucoup d'électropollution aussi. Il faut filtrer ce qui est généré, l'électricité solaire ou des éoliennes. Bon. En plus des problèmes de santé, il y en a plusieurs qui ont été mentionnés un peu plus tôt, mais justement, il y a ce transfert de vos données de consommation. Là, c'est une atteinte vraiment à la vie privée. Hein. La Charte des droits de la personne dit qu'on a le droit à la sécurité de notre personne et puis aussi la vie privée. Et puis, j'ai un expert, mon dernier éditorial, j'ai cité un expert en domotique, vous savez, les maisons intelligentes, la domotique. Lui, il est responsable d'un comité international sur la domotique. Alors, les maisons intelligentes, les réseaux intelligents, il est très en faveur. Moi aussi, je suis en faveur en principe, si on peut s'en servir pour faire de l'efficacité énergétique, et puis justement, produire de l'électricité solaire, éolienne, etc. Mais lui, c'est lui qui me disait que c'est des technologies complètement désuètes.
il faudrait mettre des compteurs qui émettent juste 6 fois par jour, pas 30 000 fois par jour, c'est combien? 3 000 à peu près. 3 000 pulsions par jour qui épuisent le système nerveux. Donc, une des choses, c'est que les pirates informatiques peuvent rentrer dans ces réseaux-là. Déjà, des étudiants au doctorat ont démontré, ils ont réussi à partir des autos électriques à distance avec leur ordinateur. Puis ça, les pirates sont bien vite. Tu as beau changer le code, une semaine après, ils l'ont décrypté. Alors, moi, je voudrais pouvoir contrôler ce que j'envoie comme information sur le réseau. Et c'est ce que le docteur Choucault, l'expert en domotique, dit. Il faut que le citoyen ait le pouvoir. Mais là, en ce moment, Hydro, ils n'ont pas donné ce choix-là. Et le socle, ce qui tient, dans lequel le compteur est branché, ben, la connexion était peut-être lousse. Et puis, ils ne savaient pas. Alors, on soupçonne que c'est ça qui déclenche des feux. Ça surchauffe. Et donc, aussi soupçonne les 3000 pulsations, 2 à 3 par minute, qui fait que ça va surchauffer. Bien ça, imaginez-vous que si ça vous arrive, vous n'êtes pas couvert. Le docteur Choucault, l'expert en domotique, tous les experts à qui je parle qui sont neutres et indépendants disent ça profite avant tout aux compagnies d'électricité. On s'entend, c'est pas pour le consommateur avant tout. Mais ils disent, bon, vous allez pouvoir faire l'efficacité énergétique. Il y a la question des tarifs différenciés dans le temps. Vous savez, la biénergie. Vous signez un contrat avec Hydro-Québec, vous avez un chauffage biénergie, électrique ou mazout ou gaz ou bois, et à moins 13, moins 14, moins 15, l'électricité débarque en période de pointe en hiver. Même si Hydro-Québec a des surplus, il y a des pointes. Hein. Des fois, quand il fait moins 20 pendant une semaine, ils nous demandent de réduire la consommation. Parce que partir d'une centrale électrique pendant juste une semaine, ça coûte extrêmement cher à Hydro-Québec et à la société. C'est ça qu'ils font pendant les périodes de pointe. Là, heureusement, ils n'ont plus besoin de partir gentil, mais il y a encore des centrales, je crois, thermiques au gaz et au diesel qui sont obligées de démarrer pour la pointe. Alors, les problèmes de biénergie, ils veulent élargir ça un jour où ils pourraient nous envoyer un signal demandant à plus de gens de ne pas consommer d'électricité à l'heure du souper, à l'heure du petit déjeuner. Mais qu'est-ce que tu fais en hiver? Il faut bien chauffer nos maisons. Alors, à moins d'avoir un stockage thermique, là, tu chauffes la nuit hors pointe, des grosses dalles de béton d'un pied d'épais, là, tu peux éteindre le système de chauffage, puis ça chauffe pendant 12 heures. Il faudrait que tout le monde ait ça. Donc, c'est à voir plus tard, mais on s'en va vers ça. C'est pas mauvais en soi, mais est-ce qu'ils vont le faire pour que ça soit abordable pour tous? Le problème, c'est la classe moyenne, puis les gens moins riches, si les tarifs d'électricité se mettent à augmenter à 15 sous du kilowattheure, 20 sous du kilowattheure en période de pointe, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'injustice de ce côté-là. Le premier ministre d'Ontario a admis que les factures ont augmenté partout.